Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Arts et Lettres à ICI Télévision Madame Aïda Kamar, présidente de Vision Diversité. Aïda a son actif 30 ans d'implication dans les divers milieux de la culture à Montréal pour développer une approche avant-gardiste de la diversité comme composante essentielle d'un développement durable et ses engagements pour le français comme langue identitaire, dynamique et rassembleuse qui cimente un vivre ensemble dans une culture québécoise commune, nourrie de diversité. Ces apports ont été marqués par l'Assemblée nationale en la nommant chevalier puis officier de l'Ordre de la francophonie et honoré par le gouvernement du Québec qui lui a décerné l'Ordre national du Québec. C'est au cœur des milieux de la culture et de l'éducation, en partenariat avec leurs grandes institutions, qu'à la tête de Vision Diversité, elle mène depuis 15 années déjà une action dynamique pour concrétiser ses engagements. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Aïda. Bonjour, merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous accueillir. On vous connaît par vos magnifiques engagements pour la diversité depuis des années, justement, de cela. Des engagements au niveau de la francophonie, de l'interculturalité. Ce sont vos deux grands dossiers, si on peut le dire comme ça. La francophonie et l'interculturalité. Comment pensez-vous que ces deux volets se complètent, justement, de votre point de vue? Absolument. En fait, il faut les situer d'abord pour la francophonie. La francophonie, le français est une langue rassembleuse. C'est une langue qui accepte l'idée qu'on peut avoir des dizaines d'accents, des dizaines de cultures excessivement différentes et pourtant être rassemblées dans une même institution. Donc quand je parle de francophonie, je parle justement d'une ouverture, d'une reconnaissance de la qualité de ce que chacun apporte et en ayant en commun ce lien qui les rassemble. Il y a un ciment nécessaire pour que les peuples se retrouvent, se parlent, se retrouvent sur la même longueur d'onde, malgré leurs différences. Et je trouve que le français, comme langue, mais aussi comme culture, peut jouer un rôle majeur à ce niveau-là. C'est de là que vient mon engagement, justement, dans la francophonie. Excellent. Alors, quand on parle d'une approche avant-gardiste de la diversité, voulez-vous nous expliciter cela beaucoup plus? Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on dit diversité, on pense communauté culturelle. On pense à ces petites cases qui sont chacune un peu enfermées dans sa culture. Bien sûr, quand on est à l'extérieur, on a besoin de garder des liens avec ses racines, des liens avec sa culture d'origine. Sauf qu'il y a deux attitudes possibles. On peut soit s'enfermer dans ces liens, soit faire de ces liens comme des racines qu'on va planter dans cette terre dans laquelle on a choisi tous de vivre. Donc le Québec a sa culture et nous apportons des racines venues de partout à travers le monde. Voilà. Mais au lieu de les mettre séparément dans des pots, pour moi la diversité, c'est lorsqu'on enracine ces racines dans le terreau parce qu'elles vont se nourrir du terreau et elles vont nourrir le terreau. Donc la diversité, pour moi, n'est pas compartimentée. C'est le contraire des cloisons, c'est le contraire des fermetures. C'est le rassemblement des multiples cultures ensemble pour bâtir quelque chose dans l'avenir. Excellent. Rappelons encore une fois vos engagements. Vous avez fondé la télévision libanaise du Québec, LBC Québec, et celle de Beyrouth. On va le dire au Liban aussi. Il y a eu aussi le magazine hebdomadaire d'actualité de cette télévision qui faisait la promotion d'une intégration et d'une ouverture accrue de la communauté libanaise. Et puis, dans ce même esprit, vous avez créé aussi le journal L'Avenir. Vous êtes associé au Festival du monde arabe avec Joseph Nakhla, justement. Alors, ces engagements, Madame Aïda, est-ce que vous avez trouvé, justement, parce que la présence des voix arabes manquait, est-ce que c'était dans cet esprit envers la communauté libanaise, mais aussi envers la communauté arabe? Écoutez, pour ma part, lorsque je suis arrivée à Montréal, il y a 30 ans justement, la télévision existait. Et cette télévision était une toute petite télévision très, très communautaire. Je venais de la LBC et la LBC m'a donné la possibilité de créer une vraie télévision. Qu'est-ce que j'entends pour moi par télévision lorsqu'il s'agit justement de la télévision de l'une ou l'autre des communautés? C'est lorsque cette télévision sert de tremplin, sert de plateforme pour un dialogue. Non pas pour rattacher nostalgiquement au pays d'origine, mais beaucoup plus pour dire à ceux avec qui nous vivons, voilà qui nous sommes,
Nous serons présents au cœur de vos événements, vous serez présents dans nos événements. Une télévision, à mon regard, est une plateforme de dialogue excessivement intéressante pour qu'une communauté et une culture prennent sa place. Non pas encore une fois, et ça fait partie de la même vision comme vous le constatez, en marge, mais au cœur d'une société. Mais au Pour cœur moi, de la société. sa place quand on vient d'ailleurs, c'est dire, écoutez, oui, bien sûr, j'ai mes racines, j'ai ma culture d'origine, mais je les ai prises et je les ai amenées avec moi pour vivre avec vous, pour les amener et que ça soit un lien commun entre nous. Voilà ce que c'est la diversité pour moi. Et alors, je le fais dans tout, dans Vision Diversité, dans la télévision. Tous les moments et toutes les initiatives que j'ai prises ont été des concrétisations de cette vision de la diversité que j'ai toujours eue. Magnifique, très bien. Et en 2006, il y a eu la création, donc vous avez créé Vision Diversité. Depuis maintenant 15 années. On a vu, j'ai vu personnellement, vous avez eu le plaisir de m'inviter. J'ai été présent à des séminaires, j'ai vu comment un travail a été fait de qualité. On va commencer d'abord par présenter de manière générale Vision Diversité, son mandat et ses objectifs. Écoutez, si ça s'appelle Vision Diversité, c'est pas pour le fun. C'est pas juste parce que ça fait sexy comme nom. Ça fait pas sexy d'ailleurs. Vision Diversité, ça veut dire apporter une autre vision de la diversité. Et ça vient compléter ce que je viens de vous dire. Vision Diversité a été créée, et c'est une chose très importante, par ma fille et moi. Ma fille, à l'époque, avait à peine 24 ans. Et je voulais que cet organisme reflète 2 générations. Parce que ma fille a grandi au Québec, elle est très québécoise, elle est imprégnée du regard qu'on porte ici à la diversité. Et personnellement, je ne peux pas m'empêcher d'être assez différente. Ce qui fait que je voulais que Vision Diversité porte ce double regard. Et nous avons donné au conseil d'administration le droit à des moins de 30 ans à l'époque. Maintenant, ils sont là, ils ont plus de 30 ans. Mais à l'époque, c'était leur dire, écoutez, si nous prenons des initiatives qui cloisonnent, qui ne sont pas dans l'esprit de ce pourquoi Vision Diversité est née, vous avez le droit de nous dire, non, 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 nous, on ne pense pas ça comme ça. Oui. Et donc, on a voulu aller chercher dans Vision Diversité 2 niveaux. D'une part, permettre le dialogue culturel autour de cette diversité. Et donc, il y a régulièrement des rencontres, des colloques, des lieux avec l'ensemble des disciplines, mais encore une fois, toujours situés au cœur des milieux culturels. On va relancer cette question, on va la relancer. Vous m'excuserez peut-être bien, parce qu'il faudrait qu'on la relance. C'est juste le temps d'une pause publicitaire et on revient avec notre invitée d'aujourd'hui, Mme Aïda Kamar. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres chez ICI Télévision. Aïda Kamar, présidente de Vision Diversité depuis déjà 15 années, un organisme qui fait beaucoup de choses pour la diversité. On parlait justement, Aïda, de ces 2 niveaux que vous projetez au niveau de l'organisme. Je vous permets, s'il vous plaît, d'aller jusqu'au bout de votre pensée. C'est à vous. Écoutez, en fait, l'organisme va à 2 niveaux, j'oserais presque dire à 3 niveaux. D'une part, il y a, comme je vous le disais, cette vision de la diversité qu'on voulait amener au cœur d'une culture québécoise. Et c'est pour ça qu'il y a tout le temps des rencontres, des colloques, des sommets en lien avec toutes les disciplines, avec tous les milieux de la culture. Une fois là, nous avons de grandes rencontres de la diversité dans lesquelles les gens qui sont là ne font pas partie de la diversité. Parce que les gens de la diversité, ils la connaissent, la diversité. Je n'ai pas besoin de les sensibiliser. Mais beaucoup plus, les grands dirigeants, les grands responsables de l'ensemble des milieux de la culture, des décideurs de la culture, pour qu'encore une fois, on puisse mettre cette diversité au cœur de notre développement culturel au Québec. C'est le premier volet. Mais il fallait concrétiser tout ça. Montrer qu'est-ce que ça voulait dire, cette diversité. Elle mange quoi, cette bibite, en hiver? Eh bien, on a choisi la musique, parce que la musique n'a pas de barrière. Et donc, depuis 15 ans, nous avons à l'année longue une programmation qui, de septembre jusqu'en juin, présente un ensemble de spectacles, de séries, de créations, de toutes sortes de choses dans la musique pour mettre de l'avant toute cette richesse musicale qui nous est venue d'influences venues d'ailleurs et qui constitue aujourd'hui vraiment un courant musical. Aujourd'hui, on ne parle plus de musique africaine, de musique brésilienne. On parle de musique québécoise, portée par des artistes venus de partout et qui se sont nourris de jazz, de pop, avec leur tradition musicale.
Donc ça, la musique est sacrée pour Vision Diversité. Et une des dimensions très, très importantes qu'on a ajoutées, et on en parlera tout à l'heure, je le sais, grâce à la pandémie, c'est d'élargir beaucoup grâce justement au numérique et à tout ce qui est virtuel. On en reparlera. Le Très bien. troisième volet que j'aimerais vous Oui. citer, c'est que lorsqu'on veut faire changer les mentalités, faire accepter des courants culturels, il faut commencer très tôt. Et c'est pour ça Oui. que Vision Diversité a un impact et un rôle assez important au niveau des milieux éducatifs. Nous sommes en collaboration avec 4 commissions scolaires, avec lesquelles, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Culture, nous sensibilisons par les artistes, les enfants, à toute cette richesse qui fait notre identité aujourd'hui. Une identité plurielle qui se nourrit de multiples influences se fait de la maternelle jusqu'à la fin d'une vie. Et aller au primaire. Et donc, il y a énormément d'initiatives prises par Vision Diversité en étroite collaboration avec plusieurs commissions scolaires et évidemment à travers leurs multiples écoles. Voilà donc les 3 niveaux sur lesquels agit Vision. 3 niveaux intéressants. Je retiens aussi quelque chose de très important aussi, parce que la définition de la diversité, on ne parle pas juste des néo-québécois, les nouveaux arrivants, là, mais la société majeure, elle est là. Elle est présente, absolument. Et puis c'est à travers elle que se nourrissent ces cultures, et ces cultures se nourrissent justement de cette communauté, cette entité, cette identité justement. Alors, on a vu que vous avez invité beaucoup d'institutions, justement, dans le Conseil des arts du Canada, dans vos séminaires, justement, et puis il y avait des ateliers très instructifs. Qu'est-ce qui reste encore à faire au niveau de Vision Diversité? Écoutez, c'est un perpétuel chemin, ça n'arrête pas. En fait, je ne peux pas dire on a fini de faire. On a commencé, on a posé les jalons. Vous savez, dans le temps, chaque fois qu'il y avait une musique, qu'il y avait quelque chose venant de l'extérieur, on l'a catalogué, on l'étiquetait, on lui donnait un nom. Si vous regardez aujourd'hui, vous remarquez que les gens ont moins d'étiquettes, qu'ils parlent moins de communauté culturelle, qu'ils parlent de diversité, qu'ils parlent d'expression, qu'ils parlent d'enrichissement. Je crois que nous ne sommes pas les seuls, évidemment, mais nous avons largement collaboré à un changement même de vocabulaire, parce que les mots sont importants. Donc nous avons évidemment apporté beaucoup de choses, fait énormément de place à des dizaines, voire des centaines d'artistes avec qui nous collaborons depuis 15 ans, mais le chemin et les possibilités surtout, Montréal est très riche. Si nous ne faisons pas ceci, nous sommes en train de faire du gaspillage. On n'a pas le droit de gaspiller autant de talent, autant de créativité. Donc tout notre cheminement est là où une porte peut s'ouvrir pour introduire les artistes, pour les faire connaître, pour leur donner l'occasion de se développer, nous serons présents. Excellent. Parfait. Donc justement, en parlant de diversité, vous avez siégé dans certaines communautés interculturelles, etc. Vous avez été présente, la commission Bouchard-Taylor, si je ne m'abuse aussi. Oui, absolument. Et puis, j'aimerais savoir de votre point de vue, Aïda Kamar, ce dossier de l'avancement justement de la diversité au sein de l'échiquier culturel québécois. Il y a eu le rapport de diversité artistique Montréal, Union des artistes et tout ça. Comment contrer de votre point de vue ces obstacles systémiques dans les arts et la culture, Aïda Kamar? Écoutez, pour ma part, je ne renie absolument pas le fait qu'il a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup de portes à défoncer, beaucoup d'obstacles à surmonter. Mais je ne fais pas partie des preneurs de victimisation. Je ne suis pas dans un courant de victimisation, je suis dans un courant d'action. Je reconnais les situations et j'agis pour apporter des solutions concrètes à ces situations. Et honnêtement, le terrain depuis 15 ans m'a prouvé qu'à partir du moment où on choisit de prendre sa place, d'ouvrir des portes, d'aller chercher le moment adéquat, les personnes adéquates, il y a des possibilités d'avancer. Donc vous ne me trouverez pas aux barrières, vous ne me trouverez pas dans les démonstrations de force, ça ne me ressemble pas. Ce qui me ressemble, je suis une femme d'action et de passion. Mes convictions, j'y crois jusqu'au bout, et depuis 40 ans que je suis au travail, j'ai eu le temps d'aller au bout de beaucoup de choses, mais croyez-moi, je suis convaincue que par le dialogue, par l'action,
par le fait d'ouvrir des portes, de mettre des personnes. Mieux on se connaît et Voilà. plus on enlève tous ces préjugés, toutes ces fausses perceptions. Je ne crois pas, oui, bien sûr, il y a des choses qui doivent Mhm. rentrer dans des lois, il y a des droits qui doivent être donnés, il y a des reconnaissances qui doivent être faites, je le reconnais pleinement, vous comprenez? Mais je suis convaincue que même là, même lorsqu'on aura mis en place toutes les plus belles lois du monde, s'il n'y a pas un contact humain et une action partagée, on ne changera pas les choses. On ne pourrait D'où donc mon pas choix, justement. avancer. Très bien, excellent. Encore une fois, une pause publicitaire. On vous revient, Parfait. mesdames et messieurs, toujours avec notre invité Aïda Kamar de Vision Diversité. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres, Aïda Kamar, présidente de l'organisme Vision Diversité. Un sujet très intéressant. Si vous permettez, je vais ajouter une question justement sur l'impact de la diversité. Vous avez été très présente à ce niveau. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent justement, qui sont intéressés justement à connaître beaucoup plus sur ce dossier, sur l'impact de la diversité culturelle au Québec. De votre point de vue, donc on parlait qu'il faut pas faire dans la victimisation. On fait partie de la société québécoise. Il y a beaucoup de solutions donc à préconiser. Mais de votre point de vue, les quotas, on entend beaucoup parler des quotas. Faut-il exiger justement des quotas afin d'accroître la représentation de la diversité dans les médias, la représentation de la diversité dans le cinéma, dans le théâtre, dans les arts, la culture, la littérature? Quel est votre point de vue sur les quotas justement? Écoutez, tout dépend du sens qu'on donne à quota. Si le fait de parler de quota, c'est d'imposer X, Y, Z personnes en nombre, en couleur, en origine, ça ne change pas une société. Par contre, si au cœur des institutions, on réalise et on fait réaliser aux responsables qu'on est en train de passer à côté d'une composante essentielle de notre société, qui est notre diversité, et que ça multipliera les regards et les opinions autour d'une table, les façons de faire les choses, l'enrichissement à partir des apports, que c'est à l'avantage de chacun d'avoir une représentativité de plus en plus grande, les personnes qui seront autour de la table apporteront une sensibilité qui est autre que celle qu'apporteront des gens qui auraient été imposés. Je ne crois pas en l'imposition, je crois au fait qu'il y ait quelque part des exigences que lorsqu'on regarde un conseil d'administration d'une grande institution, elle ne soit pas blanche, catholique, francophone, point final. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'elle ne donne pas le pouls de ce qu'est notre société aujourd'hui. Mais ça, c'est une question d'intérêt. Si cette société, si le président de cette société est soucieux du développement de son institution, il ira chercher le pouls de la société à laquelle il s'adresse. Il verra parfaitement qu'il est pluriel. Donc, en allant chercher des personnes d'ailleurs, d'une part, ces personnes ne seront pas là parce qu'elles sont brésiliennes, africaines, arabes, noires ou asiatiques. C'est pas ça du tout. Elles seront là parce qu'elles sont capables d'apporter une sensibilité et d'une connaissance autre qui va enrichir le travail. Ça, si on appelle ça quota, je suis pour. Mais si c'est juste dire il faut qu'il y ait 3 Asiatiques et 2 Africains, là, je ne fonctionne pas du tout. D'accord. Très bien. Parlons maintenant de la pandémie. Comment vivez-vous présentement la pandémie, le Covid au sein justement de Vision Diversité? Comment est-ce que vous avez négocié avec ça, que vous avez vécu ça? Écoutez, en mars passé, ça a été la surprise générale comme pour tout le monde. Oui. À peine quelques semaines plus tard, on a réalisé que plusieurs de nos artistes allaient très mal. Or, pour nous, Vision Diversité, nous ne sommes pas un producteur. Nous sommes un organisme dédié aux artistes. Donc, ma fille et moi, on s'est retroussé les manches. On était encore en avril. Et on a essayé de créer quelque chose d'autre, de différent, pour leur tendre une perche et pouvoir les sortir du marasme dans lequel ils se trouvaient. Et nous avons signé, depuis avril jusqu'au mois de juin, en pleine pandémie et dans le confinement,
avec des artistes qui étaient chacun chez lui à la maison, une série de créations musicales qui a été absolument fabuleuse. Est-ce que par l'approche Si vous numérique... écoutez les artistes Oui. C'est par l'approche numérique, c'est-à-dire que ces artistes se... Oui, absolument. On a tout fait via Zoom et tout ça. Absolument, tout. Alors d'ailleurs, si les gens sont intéressés d'aller voir, allez sur le site de Vision Diversité. Ça s'appelle Ensemble, chacun chez soi. Ensemble, chacun chez soi, à retenir, mesdames et messieurs. Voilà. Un film d'1 heure dans lequel on découvre tout ce qui s'est vécu, y compris les créations. Et partant de là, la pandémie nous a fait comprendre quelque chose qui nous a peut-être amené à travailler encore plus fort que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a ajouté à toute notre programmation tout le volet numérique. Aujourd'hui, Vision Diversité n'a rien arrêté de sa programmation malgré la fermeture des salles. Nous avons offert une programmation complète en ajoutant des séries nouvelles. Ça a été des mois d'une énorme créativité qui ont permis à des artistes de respirer et de se dire enfin on peut reprendre le travail. Et nous venons pour nos 15 ans de lancer pour les 3 prochaines années une planification stratégique parce qu'on a compris une chose, lorsqu'on met à côté du volet spectacle un volet de diffusion virtuelle, vous allez chercher des publics, des gens, des personnes qui ne seraient jamais venues en salle. Donc, aux côtés des salles, il y a un énorme public, localement et internationalement, que vous pouvez toucher. Et encore une fois, dans notre objectif principal, c'est-à-dire de faire connaître toute cette richesse que nous avons dans notre culture d'ici. Excellent. Et donc, est-ce qu'on peut parler d'une approche nouvelle de l'après-Covid, de la culture, une nouvelle approche de la culture selon vous? Oui, absolument. Absolument. Totalement. Une culture, une approche totalement assez audacieuse, puisque actuellement, nous sommes dans une création qui met en contact pour une création commune des artistes à Montréal, des artistes à Rimouski et des artistes en Estrie. Ils travaillent en même temps les trois via un réseau fabuleux qui a été mis en place par la SAT, la Société des Arts Technologiques, qui s'appelle le réseau scénique et qui, le potentiel, les possibilités sont absolument énormes. Maintenant, je ne vous dirai pas que ça remplace la scène. Rien ne remplacera jamais la scène. Il y a le contact humain réel avec le public. Mais au niveau des moyens, ça élargit énormément les possibilités de rayonnement des artistes. Exactement, et l'accessibilité donc des artistes, même partout dans le monde, partout, pas juste au Québec. Quand vous voyez le temps file, déjà on est à la fin de l'entrevue. C'était un plaisir de vous avoir reçu, Madame Aïda Camar, présidente de l'organisme Vision Diversité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonne fin d'émission. Merci beaucoup et merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi prochain à 15h30 avec un nouvel invité. Portez-vous bien. À la prochaine.